Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être encore avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage, on va évoquer l'actualité liée à l'Union africaine avec ce nouveau sommet pour faire avancer les réformes institutionnelles. Nous évoquons le sujet toujours avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les chefs d'État africains se rassemblent ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie pour un sommet extraordinaire de l'Union africaine où ils chercheront à s'accorder sur un projet de réforme institutionnelle de l'organisation porté depuis 2 ans par le président rwandais Paul Kagame. Il reste peu de temps à M. Kagame qui a insisté pour que ce sommet soit convoqué pour faire passer ces réformes destinées à rendre l'Union africaine moins bureaucratique et plus efficace, mettent en garde les analyses. Mamadou Diouf, une Union africaine bureaucratique, à quoi le voit-on? On le voit à travers le fait que quand on prend une décision au niveau de l'Union africaine, son application pose problème. Dès qu'on sortait de l'organisation de l'unité africaine, on avait posé ce problème de bureaucratie. Les gens sabotaient même en disant que c'était un syndicat de chefs d'État. Puisqu'on avait l'impression qu'on se rencontrait, on mettait des résolutions, mais ça ne servait pas à grand-chose. Avec l'Union africaine, les gens avaient espéré que les données changent, mais on se rend compte que les données ne changent pas. Rien que cette question des réformes, ce sommet va être le 5e sommet. Pour juste régler cette question des réformes, pourtant quand on fait les diagnostics, personne ne dit non, tout le monde est d'accord sur les diagnostics. Quand on fait les propositions, vous ne voyez personne dire non, sauf sur certaines propositions où les chefs d'État sont en train de vouloir toujours garder le pouvoir entre leurs mains. Qu'est-ce qui bloque? C'est cette bureaucratie. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de reprocher au président rwandais, qui est le président en exercice de l'Union africaine. Lui, quand il a besoin que des choses aillent vite, à l'époque, il utilisait son ministre qui est devenu secrétaire général de l'OIF pour aller voir directement les présidents en sautant de traditionnelles commissions techniques pour que les gens se rencontrent des ministres des Affaires étrangères avant rencontre des chefs d'État. Et il le faisait exprès parce qu'il disait que ça fuitait quand on donnait certaines informations. Et cette fuite faisait qu'il y avait de la résistance parfois au niveau de certains pour faire évoluer la structure. Alors justement, cette résistance des États de l'Union africaine à passer aux réformes, qu'est-ce qu'il explique? Il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Il y a une des choses fondamentales. Au niveau des réformes, par exemple, le président Kagame propose que le président de la commission, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, que ce soit lui ou une autre personne, qu'il puisse décider en choisissant qui va être le vice-président de la commission et qui va être également président des autres commissions. Quand on regarde ce schéma, ça va ressembler au schéma de l'Union européenne. Si on voit l'information actuellement, l'Italie, à cause du budget qu'il a voté, vient d'être sanctionné par l'Union européenne. Ce n'est pas les chefs d'État de l'Union européenne qui ont sanctionné l'Italie. Et ça, il y a une jurisprudence qui était là. Quand l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré était président de la Commission africaine, ça a chauffé avec beaucoup de chefs d'État. Parce qu'il prenait directement des positions. Et après, les chefs d'État étaient dérangés par la position qui a été prise au nom de l'Union africaine par le président de la Commission africaine. Il y a beaucoup de chefs d'État qui refusent ce pouvoir qu'on est en train de vouloir donner à la Commission, parce que quand on donne à la Commission ce pouvoir, c'est comme l'exemple que j'ai donné à l'Italie, la Commission va pouvoir sanctionner, alors que si on veut que ça marche, il faut nécessairement que cela passe par là. Tant que c'est les chefs d'État, on va se faire des tapes sur les épaules et puis on laisse passer. Justement, c'est une sorte de délégation de leur souveraineté qui pose problème aux chefs d'État? Oui. L'Égypte, par exemple, s'oppose catégoriquement à cela. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Al-Sisi a fait son coup d'État, ça avait chauffé parce qu'il n'avait pas apprécié la condamnation de l'Union africaine. Et la condamnation était partie de la commission. Donc, l'Égypte, pour avoir fait les frais d'une commission dirigée par des hommes forts qui prennent leurs responsabilités pour faire respecter les principes, parce que c'est dans les chartes de l'Union africaine qu'on dit que maintenant les coups d'État c'est terminé. Quand quelqu'un fait un coup d'État, il faut le dénoncer. Donc ils n'ont fait qu'appliquer les textes. Mais laisser entre les mains des présidents 2 ou 3 coups de téléphone, on peut se retrouver avec un discours en langue de bois où on ne sait plus si on a condamné, si on n'a pas condamné. Et c'est pourquoi même les gens sont inquiets
Parce que Kagame est en train de finir son mandat et c'est l'Égypte qui suit. Est-ce que l'Égypte fera avancer cet aspect des réformes alors que l'Égypte est plutôt opposée à ce que la Commission prenne une partie de cette souveraineté qui revient aux États? Est-ce que la solution, ce n'est pas aussi qu'on ait une commission qui soit plutôt dirigée par un ancien chef d'État? C'est l'idéal. Parce qu'un ancien chef d'État, mais lequel? Parce que ça aussi, il faut si vous mettez président de la Commission, un ancien chef d'État qui a fait 5 mandats chez lui, s'il y a quelqu'un qui veut faire 2 mandats, qui veut ajouter un 3e, si le président de la Commission veut dénoncer, il va dire quoi? Moi, je crois qu'il faut choisir des chefs d'État exemplaires. Des gens qui, dans leur pays, ont fait un travail de démocratie, ont accepté les règles du jeu, ont organisé des élections transparentes. Quand ils viendront au niveau de la Commission, même s'ils sont devenus anciens présidents, quand ils parleront aux autres présidents, ils vont leur parler comme des alter ego. Alors que malheureusement, jusqu'à présent, au niveau de l'Union africaine, on ne veut pas donner à la Commission sa valeur. On regarde la Commission comme ce qui existait du temps de l'OUA. C'est une sorte de secrétariat qui est à la disposition des chefs d'État. Alors que ce n'est pas comme ça que cela a été conçu. Cela a été conçu en partie pour éviter cette bureaucratie où, quand l'Union africaine doit réagir, s'il faut convoquer les chefs d'État avant que l'Union africaine ne réagisse, la réaction viendra alors que les pots sont déjà cassés. Alors qu'avec la Commission, les gens peuvent rapidement prendre une position, bien sûr, en fonction des principes de l'Union africaine, sans sortir des règles de l'Union africaine. Et il reste quand même peu de temps à Paul Kagame à la tête de l'Union africaine. Est-ce que durant son mandat, en tout cas le temps qu'il a eu à faire jusque-là, il s'est attaqué à ce chantier? Il s'est vraiment attaqué à ce chantier. De 2 façons, on voit que c'est lui qui a précipité ce sommet. Il l'avait fait également avec le sommet de Nouakchott. Pendant ces 2 années, il s'est vraiment attaqué au chantier. Non seulement il s'est attaqué, mais comme on dit, il a vraiment mouillé le maillot. Parce que quand on a mis en place la commission pilote qui devait réfléchir sur cette question, le président Kagame se permettait tous les mois de les rencontrer et certains de leurs entretiens pouvaient faire 6 heures d'horloge pour voir qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas, qu'est-ce qui bloque, où sont les blocages, pour qu'après lui, à travers son ministre des Affaires étrangères, qu'il aille voir là où se trouvent les blocages pour voir comment lever ces obstacles afin que les réformes puissent avancer. Mais le problème, c'est que le rythme auquel lui, il veut aller, ce n'est pas le rythme auquel un grand nombre d'États africains veulent aller. Quand il est arrivé, certains avaient dit, voilà, il va pouvoir bousculer les choses, mais c'est vraiment ne pas connaître nos regroupements de chefs d'État. Quand les gens font de la pesanteur, il est clair que malgré sa volonté, malgré le leadership qu'il est en train d'exercer par rapport à ces réformes, il y a encore des lourdeurs qui l'empêchent d'aller à la vitesse que lui-même aurait souhaité. Et quels sont les chantiers qu'il a véritablement réussi à faire avancer? Un des chantiers qu'il a réussi à faire avancer, c'est la question des sommets. Il a dit non, 2 sommets par année, c'est trop. Ça coûte de l'argent pour rien, il peut y avoir un sommet tout. Parce qu'il y avait les 2 sommets, plus les sommets extraordinaires. Il disait qu'un sommet, ça suffit. Il a réduit également le nombre de commissions, en disant qu'il y a trop de dépenses qui sont en train d'être faites. Cela a été accepté. Il a amené la taxe sur les importations de 0,2% pour faire en sorte que le budget de l'Union africaine, qui est une catastrophe, parce que imaginez-vous, 50% du budget provient des pays étrangers. Mais il y a plus grave, 97% des actions des projets et autres de l'Union africaine sont financés par des donateurs étrangers. Raison pour laquelle il avait dit non. La première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir quand même une certaine autonomie sur le plan financier avant de pouvoir dire quoi que ce soit sur le plan international. Là-bas également, la taxe a été acceptée, mais jusqu'à ce jour, c'est à peu près 25 pays africains sur les 55 qui acceptent d'appliquer et de collecter cette taxe-là pour permettre à l'Union africaine d'avoir ce budget. Donc, il a quand même essayé de booster les choses, mais comme je dis, il n'est pas le chef d'État de l'Afrique, il est le chef d'État du Rwanda, et la façon dont c'est organisé, c'est une présidence tournante. Tu as pratiquement 12 mois pour venir faire, et il est clair qu'en 12 mois, il n'est pas facile de secouer un cocotier comme l'Union africaine. Et il a aujourd'hui une idée de comment amener les autres chefs d'État à adhérer aux réformes qu'il souhaite voir opérer avant la prise de fonction de l'Égypte. Je me dis que ça va être ça les enjeux de ce sommet qui aura lieu pendant le week-end. Accélérer les choses parce que le prochain sommet, il va passer la main. Donc certainement, il souhaiterait qu'au prochain sommet, qu'on constate, qu'on accepte les réformes avant
qu'il ne passe la main. Mais il y aura des problèmes parce que la question de la corruption, par exemple, fait partie des éléments au niveau de la réforme. Et je me rappelle, quand il parlait des problèmes de la corruption, à l'époque, il y a l'ancien président sud-africain qui était là, qui était empêtré dans je ne sais combien de problèmes. Il y a l'ancien président de l'Angola qui était là. Il y a bien des personnes qui étaient là. Quand il parlait, à la limite même, les analystes disaient que ces personnes doivent se dire mais c'est à nous que ce monsieur-là est en train de parler. Alors que lui, il a quand même donné l'exemple chez lui en matière de lutte contre la corruption. Mais ça, il y a vraiment un truc intéressant pour l'Afrique. Parce que si on règle cette question de la corruption, on a réglé 25% des problèmes de l'Afrique. C'est ce que les analystes disent. Mais comment régler ce problème quand on est entre des chefs d'État où chacun a sa bassine de corruption cachée quelque part? Donc quand il a voulu secouer ça, il a par exemple eu des difficultés. L'autre élément, c'est la rationalisation du champ d'action sur des questions de sécurité, les affaires politiques, l'intégration économique. On est là avec la zone qui a été lancée au Rwanda, la ZLEC, mais concrètement, on est là, on attend encore. Non seulement on attend, mais il y a de gros pays qui n'ont pas encore signé, comme le Nigeria. Donc, je ne suis pas sûr que tout cela va pouvoir être fait au niveau de ce sommet, mais certainement, il va essayer de faire passer au moins un certain nombre de décisions en attendant que le reste soit fait par son successeur. Et justement, pour le sommet qui vient de ce week-end, il y a l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, les Comores et le Togo, le Ghana, qui ont accepté d'envoyer leur président. La plupart des autres, comme le Nigeria, le Mozambique, n'enverront que les ministres des Affaires étrangères. Oui, les analystes disent que puisque ce sommet n'est pas les sommets habituels où c'est le faste, etc., les gens viennent pour travailler, les gens viennent pour aller rapidement dans le sens des réformes. Les analystes disent qu'un des indicateurs de la réussite de ce sommet, c'est le nombre de chefs d'État qui seront présents. On sait que le président togolais et son ami est un proche. C'est la même chose avec le président gabonais qui malheureusement est malade actuellement. Il est en bonne relation avec le président sénégalais, le président guinéen, etc. Mais ce n'est pas la même relation qu'il a avec tous les chefs d'État d'Afrique. Et souvent, quand c'est comme ça, les chefs d'État savent parfois se comporter comme de petits-enfants. Ils vont boycotter le sommet. De sorte que quand on veut faire les réformes et on a un nombre de chefs d'État très petit par rapport au nombre de chefs d'État qu'on attendait pour un tel sommet, vous voyez immédiatement la pesanteur dont je parlais. Il y a une autre façon d'empêcher les choses d'avancer, c'est de ne pas être présent, d'envoyer un plénipotentiaire, entre guillemets, qui sera obligé de dire oui, je ne peux pas signer, parce qu'avant que je ne signe, il faut que je prenne contact, que je rende compte à mon chef d'État pour avoir son accord. On est parti pour des réformes qu'on ne pourra pas obtenir avec ce sommet-là. Est-ce que Abdel Fattah al-Sisi est autant réfractaire à ces réformes? Oui, il est réfractaire surtout sur la question de la Commission africaine. Ça, c'est clair, il est réfractaire à la question de la réforme sur la Commission africaine, puisqu'il ne veut pas du tout, et puis ça ne se comprend pas, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que ça date de Sirte. Oui. C'est depuis Sirte qu'on avait posé ce problème, en disant que chaque État doit accepter de céder une partie de sa souveraineté. Les gens même devaient l'inscrire au niveau de leur constitution. C'est quelques rares pays qui l'ont fait en disant qu'ils acceptent de céder une partie ou la totalité de leur souveraineté à l'Union africaine, puisqu'on était dans une logique d'avoir un président de l'Afrique de façon générale, et nos États deviennent en quelque sorte des gouvernorats. Mais il y a des gens qui n'ont jamais accepté une telle chose, et l'Égypte en faisait partie. Donc c'est ce refus qui continue, parce que c'est ce qu'on n'a pas pu faire à cette échelle, qu'on est en train de vouloir faire avec une commission qui va avoir un certain pouvoir, lui permettant de pouvoir dire à tel État, attention, sur telle base, il faut rectifier tel et tel autre aspect. Et il y a des pays qui ne veulent pas que l'Union africaine se mêle à leurs problèmes intérieurs, entre guillemets, comme on l'a entendu pendant fort longtemps en Afrique. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire sans ces pays réticents, quitte à avoir un grand ensemble qui marche et les autres adhéreront après? Ça va être difficile parce que c'est ça qui bloque notre zone de libre-échange économique. C'est ça qui bloque également cette question de recouvrement de taxes 0,2% sur les importations. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est cette mauvaise volonté de certains qui fait que jusqu'à présent, on ne parvient pas à le faire. Et quand on fait ce genre de choses également, il y a souvent cette sorte de quorum. Il faut un tel nombre de signatures pour qu'on considère que l'accord est entré en action, mais un accord économique où le Nigeria se met à l'écart, vous voyez un peu ce que ça fait, alors que
tout le monde est d'accord que les deux géants en Afrique, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud. Si l'un se retire, on se rend compte qu'il y a déjà un accord qui est là, qui est plombé dès le départ. Il y a plein de tractations qui sont faites actuellement pour que le Nigeria revienne, et c'est ça le problème de fond. Il va être difficile, si c'était quelques petits pays qui disent on ne part pas, on peut partir, les laisser, mais quand c'est des poids lourds, il devient difficile de partir et de les laisser en rade. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. La pause, et c'est vendredi, on passe à l'invité sport.